Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h. À la une de l'actualité, le Journée internationale des personnes handicapées ce 3 décembre. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad préside la célébration au Centre international des conférences Abdelaziz Farhal. Zoom ce matin sur le travail d'agents de la Netcom qui joue un rôle important en cette période de pandémie. Puis le dispositif enseigne élargi à d'autres catégories. Outre les personnes au chômage, il s'agit d'un projet de décret exécutif exposé hier en réunion du gouvernement. Retour sur les différentes propositions formulées. Le BTPH, l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19, il a connu un important ralentissement ces derniers mois. Tributaire en grande partie de la commande publique, plus de 4000 entreprises sont à l'arrêt. Reportage dans cette édition. Et dans notre journal, une virée dans le sud du pays. Pour finir, en compagnie d'un groupe de jeunes ayant traversé 2500 km à bord de voitures de collection pour se retrouver au Tassili Nadjar. Bienvenue à tous, je vous disais en titre, Journée internationale des personnes handicapées ce 3 décembre. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ou préside la célébration au Centre international des conférences Abdelaziz Farhal, comme vous le voyez sur ces images. Je vous invite à écouter la déclaration du Premier ministre Abdelaziz Jarrad en marge de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. يسعدني اليوم أن أتواجد معكم لإحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الموافق ل3 ديسمبر من كل سنة تحت شعار أممي يتراجم مدى الاهتمام الدولي بفئة أثبتت عالميا لا وطنيا فحسب قدراتها ومؤهلاتها في المساهمة في مسار البناء على جميع الأصعدة، وهي قدرات دعمتها أطر قانونية تضمنت بندا داعم المكان في ذوي الاحتياجات الخاصة على غرار أحكام القانون رقم 902 المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعيقين وترقيتهم. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad est revenu sur les dispositions de la Constitution au sujet des personnes aux besoins spécifiques. On l'écoute. ولا شك أن التعديل الدستوري الأخير يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للعمل على إدماج ذوي الهمم اجتماعيا واقتصاديا بصفة فعالة وانخراطهم في بناء الصرح المؤسساتي. أبدعت هذه الفئة من المواطنين والمواطنات في شتى ميادين الحياة الثقافية الاقتصادية الرياضية على مستوى العالم وأبرهتنا بنتائج جد إيجابية في امتحانات الرسمية. كما رفعت الراية الوطنية في المحافل الدولية بنخبة من الرياضيين والرياضيات المتواجدين بميدان والمبادئ. إلى جانب ذلك ساهمت في عملية التنمية الاقتصادية بمشاريع شتى. Puis se surpasser, faire de ses faiblesses une force de motivation. C'est ce qu'a fait Fatiha, cette couturière à Constantine, est devenue entrepreneur en lançant sa propre affaire malgré les difficultés et malgré son handicap. Bouchra Bouali. Sa passion pour la couture, Fatiha l'a découverte dès son jeune âge lorsqu'elle dut rejoindre une école pour malentendants.
À 15 ans, j'ai rejoint la Fédération des sourds-muets, grâce à laquelle j'ai suivi une formation en couture pendant une année. Après, j'ai poursuivi ma formation avec des personnes muettes que je connaissais et qui exerçaient dans ce domaine. Par la suite, une dame m'a pris sous son aile et m'a embauché dans son atelier à Sidi Mebrouk. Son talent et surtout son travail acharné ont fait d'elle une couturière très prisée dans le quartier Arbi Ben Mehdi à Constantine, où elle exerce. Nous avons travaillé ensemble et quand j'ai vu qu'elle n'avait aucun mal à lire sur les lèvres, je l'ai encouragée à lancer sa propre affaire et elle est devenue très connue. J'aime la qualité de son travail qui est très perfectionné. Perfectionniste, Fatiha a réussi à se lancer dans le métier, mais aujourd'hui, elle aspire à mettre à profit son expérience en devenant à son tour formatrice. Avec l'aide de la Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya de Constantine, elle espère obtenir un local dans lequel elle formera des personnes qui sont dans la même situation qu'elle. J'aimerais qu'on m'aide à avoir un local pour former des personnes aux besoins spécifiques. Comme ça, elle n'aura plus le fardeau de la location. Ce serait bien de coordonner tout ça avec l'ANSEJ, l'ANGEM ou la CNAC. Bien qu'elle soit muette et malentendante, Fatiha ne se considère pas comme handicapée. Elle puise sa force de sa différence, qui constitue son carburant pour aller toujours de l'avant. Et afin de faciliter la vie aux personnes ayant un handicap moteur, il existe des aménagements spéciaux, des normes internationales dans la construction, de plus en plus adoptées dans le pays, mais de manière malheureusement insuffisante. Lamia Boudbouda nous en dit plus. Et inclusive se doit d'intégrer les problématiques d'accessibilité des habitants à mobilité réduite. Alger, à l'instar des villes du monde, n'est pas en reste. Une lutte constante est engagée dans ce sens. Un petit tour dans l'Algérois nous a permis de prendre conscience des obstacles a priori insignifiants pour invalides et qui peuvent compliquer la vie d'une personne en fauteuil. Une rue pavée, des trottoirs impraticables, étroits ou simplement des marches à l'entrée d'un commerce sont autant d'embûches. Ainsi, on peut vite passer de l'handicap à une situation handicapante. Les passages piétons doivent être adaptés. En effet, ils sont situés à la même hauteur que la chaussée. Sinon, une dépression permet d'atteindre la rue, ce qui permettra aux fauteuils roulants de les emprunter. Les trottoirs sont étroits, il y a de nombreuses marches et porches qui rendent les déplacements difficiles. Rappelant ainsi que la signalisation de ces passages doit être visible et sonore pour les non-voyants. Les bâtiments récents doivent concevoir non seulement des accès, mais un aménagement interne est requis. Les lieux culturels comme les musées, les sites historiques, les bibliothèques devraient être accessibles à ces personnes. Dans une ville moderne et intelligente, il est plus que nécessaire d'engager les adaptations de voiries, des bâtiments et des transports qui vont aider toutes ces personnes à mobilité réduite à vivre au quotidien et à participer pleinement à tous les aspects de la vie. Voilà pour le volet consacré aux célébrations de la Journée internationale des personnes handicapées. Dans le reste de l'actualité, séance plénière ce matin à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales destinées aux ministres. Au programme, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Industrie, le ministre des Travaux publics, le ministre des Ressources en eau et le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial. Slimane Chenline, qui présidait la séance, est revenu sur la résolution du Parlement européen qui évoquait les libertés et les droits de l'homme en Algérie. Il dénonce la résolution proposée par le Parlement. On l'écoute. نعتقد أن البرلمان الأوروبي أصبح رمزا لسياسة الكيد بالمكيالين المرفوضة عندنا في الجزائر وخاصة مع شركائه المختلفين وفي تعاملاته الدبلوماسية، ويقوم للأسف الشديد بالوكالة عن قوى ولوبيات معروفة لدينا بالضغط والابتزاز
ومحاولة عزل بلادنا وتشويه سمعة الجزائر، إضافة إلى الاستمرار في محاولات خلق مشاكل من الداخل وإحداث الفوضى المبرمجة باستعمال حراك الشبكات الاجتماعية. كما أنه لا يمكن أن يخفى على أحد أن القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي لا زالت تحلم في استهداف الجيش الوطني الشعبي باعتباره ضامن الوحدة والسيادة وصمام أمان للنسيج الوطني. وكل هذا هي محاولات مستمرة من أجل دفع البلاد إلى التخلي عن القضايا الاستراتيجية والأساسية وتعطيل مشاريع النهوض الحضاري، لأننا على يقين أن الجزائر تملك كل مقومات النهضة والاستقلالية في القرار الوطني، بل تملك القدرة والإمكانيات والتاريخ من أجل القيادة الجيوستراتيجية للمنطقة. Énergie, les pays membres de l'OPEP, dont l'Algérie et leurs alliés, devront prendre une décision aujourd'hui sur les niveaux de baisse de production au début de 2021. Hier, les discussions se poursuivaient afin d'aboutir à un consensus dans un marché toujours affecté par le Covid-19. Ces discussions font suite à la 180e réunion ministérielle de la conférence de l'OPEP, tenue lundi par vidéoconférence, et qui avait notamment examiné la possibilité de prolonger le retrait actuel du marché du pétrole, à savoir de 7,7 milliards de barils par jour pour une durée de 3 mois supplémentaires, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'à la fin mars 2021. Et puis les attributions du ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables fixées par décret exécutif publié dans le journal officiel. Le décret 20-322 signé par le Premier ministre Abdelaziz Djalad stipule que la mission première du ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables est l'élaboration des politiques et stratégies visant à promouvoir la transition énergétique et les énergies renouvelables ainsi que leur suivi et leur contrôle. Le ministre devra rendre compte des résultats et de ses activités au Premier ministre, au gouvernement et au Conseil des ministres. Il est en outre en charge de définir les moyens juridiques, humains, financiers et matériels nécessaires pour la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales dans les domaines de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Le dispositif enseigne élargi à d'autres catégories, outre les personnes au chômage. Il s'agit d'un projet de décret exécutif exposé hier en réunion du gouvernement par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise. Le but, la redynamisation du dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat. Les détails avec Walid Yousfi. Pas moins de 380 000 projets ont été réalisés dans le cadre du dispositif enseigne. Un nombre qui pourrait doubler grâce au projet de décret exécutif présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise. Un projet qui facilite l'accès au dispositif enseigne, notamment à travers la suppression de la condition de chômage. Une aubaine pour les jeunes promoteurs et un acquis pour l'économie algérienne. Ce projet ouvre donc l'accès aux avantages accordés par l'enseigne aux étudiants porteurs d'idées de projets, aux personnes ayant des compétences et un savoir-faire dans leur domaine d'activité, aux promoteurs performants de l'Agence nationale de gestion du microcrédit, aux promoteurs performants en activité exerçant dans la production de biens et services et aux agriculteurs et artisans. Par ailleurs, le projet de décret exécutif prévoit la révision des niveaux de l'apport personnel des promoteurs pour tous les types de financement, unifiant par la même occasion le taux de l'apport personnel pour la formule de financement triangulaire. Ces nouvelles dispositions ouvrent la possibilité de refinancement des micro-entreprises en difficulté et prévoient en outre de mettre au profit des jeunes promoteurs et porteurs de projets des locaux dans des microzones, et ce à titre locatif. Et en vertu de l'exposé présenté hier par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise, le dispositif enseigne concerne désormais les agriculteurs et artisans. Et à l'instar des autres secteurs, l'agriculture a été impactée par le Covid-19. Exemple avec la filière de la date, la commercialisation de ce produit pose problème cette année. Malgré sa qualité, même si les prix de la date ont significativement baissé, elle a du mal à trouver preneur. Nour Moqaddam.
Ces dates, Mustapha les présente sous leur meilleur jour pour les clients. Avant même que ce ne soit une source de revenus, son métier est avant tout passion et dévouement. Cette marchandise est arrivée de Biskra, de la région de Tolga. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la bonne qualité. Et pour éviter que ces dates ne se détériorent, eh bien, nous les stockons dans des réfrigérateurs. Cette année, les prix sont très bas. Les producteurs de dates n'ont pas pu exporter leurs produits. Vous le savez, tout dépend de l'offre et de la demande. Le prix de la date dépend de sa qualité, de l'offre et de la demande. Mais selon des spécialistes, d'autres considérations peuvent entrer en jeu. Cette année, les prix sont à la baisse. Les stocks de l'an dernier n'ont pas été écoulés dans leur totalité. Et si on y ajoute la production de cette année, on a un marché totalement surapprovisionné. À chaque qualité son prix, et puis à chacun son pouvoir d'achat. La crise sanitaire a eu, sans surprise, de nombreuses conséquences sur le commerce international. La date algérienne n'a pas pu être exportée. Il en résulte un marché national qui n'a pu gérer les surplus de production et des prix à la baisse. Néanmoins, la nature s'est montrée bien plus que généreuse et a su reprendre ses droits. Autre mesure proposée lors de la réunion du gouvernement, la mise en place de contrôles par des stations de pesage fixes et mobiles du gabarit, poids et charge des véhicules de poids lourds mis en circulation sur la voie publique. Il vise à réduire la dégradation des chaussées et à l'optimisation de la durée de vie des infrastructures routières. Et à propos du secteur du bâtiment, l'un des plus touchés par la pandémie a connu un important ralentissement ces derniers mois. Plus de 4000 entreprises sont à l'arrêt. Elles sont tributaires en grande partie de la commande publique. Ces entrepreneurs tentent tant bien que mal de remonter la pente et on appelle à l'aide de l'État. Reportage de Abdelmejid Benrassi. Ce sont plus de 1,5 million de travailleurs de la filière et plus de 25 000 entreprises qui sont touchées. La crise est là depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui. D'accord. On ne peut rien préconiser, vu qu'il n'y a pas de secteur privé. Aujourd'hui, pratiquement 90% des entreprises algériennes sont liées directement à la commande publique. D'accord. Dire que le privé peut faire quelque chose, il ne pourra rien faire. D'accord. Aujourd'hui, l'État doit lancer la commande publique. Ça, c'est urgent, c'est maintenant, on ne peut pas attendre. Après, il faut aller vers des réformes. Vu que la commande publique n'a pas beaucoup été suivie, il y a plusieurs projets qui ont été vraiment déprogrammés. Et c'est ça qui a un petit peu donné naissance accentue plutôt à cette crise-là. On parle déjà de plus de 4000 entreprises à l'arrêt et plus de 300 000 travailleurs au chômage technique. Certains entrepreneurs se plaignent du manque de marché pour les entreprises nationales et souhaitent que l'on donne la priorité aux compétences locales. Je pense que la solution existe. Il suffit un petit peu de faire justement, de donner la priorité aux entreprises algériennes. C'est tout. Bien entendu, nous n'allons pas nous en passer des entreprises étrangères, mais spécialement pour certaines catégories de travaux. Les Algériens aujourd'hui se sont équipés depuis plusieurs années. Ils ont mis des équipements, ils ont acquis une expérience qui peuvent réaliser certains ouvrages, certains grands travaux. Ils peuvent les réaliser même en joint venture. Et quand le bâtiment va, tout va. L'entrepreneur algérien le sait très bien. Mais dans sa stratégie de relance, il nous parle de l'exportation des services algériens à l'étranger, surtout en Afrique. Maintenant, c'est l'export. On a eu une expérience. Il faut le dire. L'entreprise algérienne, aujourd'hui, elle a de l'expérience. Maintenant, il faut se préparer. Il faut se préparer à exporter l'entreprise algérienne. Maintenant, on a l'Afrique. Là, on peut construire réellement. Mais il y a des marchés. Il y a des Turcs, il y a des Chinois qui sont en Afrique. Pourquoi pas une entreprise algérienne? En attendant, seule la relance des projets publics pourrait sauver le BTPH, qui reste la locomotive de toute l'économie.
On arrive à la situation sanitaire. 932 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 585 guérisons et 17 décès enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de la pandémie. Je vous invite à écouter le docteur Jamel Fourar. Avec la notification de 932 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 11 wilayas n'ont pas déclaré du tout de cas durant les 24 dernières heures, 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 24 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 17 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 488 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est à ce jour de 54 990 patients guéris, dont 585 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 43 patients intubés en soins intensifs. Et dans le monde, le Covid-19 a fait plus d'1 600 000 morts. La planète entière est dans l'attente d'un vaccin. Les compagnies pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ainsi que leurs concurrentes Moderna ont déposé des demandes d'agrément pour leur vaccin auprès de l'Agence européenne des médicaments. Au même moment, le Royaume-Uni et la Russie annoncent le début de la vaccination de leur population contre le Covid-19 dès la semaine prochaine grâce au déploiement des vaccins Pfizer-BioNTech et Sputnik V. Dans le pays, une large opération de désinfection est en cours depuis des semaines sur tout le territoire national. Dernièrement, les opérations incluent les universités en prévision de la rentrée, de la reprise des cours. Exemple à l'université de Sétif avec Mariam Damis. Pas question de baisser la garde, il est même vivement recommandé de redoubler de vigilance. C'est le cas de l'université Lami de Berrine de la wilaya de Sétif, où les membres de la société civile participent à une grande opération de désinfection et de distribution de masques protecteurs. Nous avons organisé cette campagne de sensibilisation et de désinfection dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Nous remercions la direction de l'université pour sa collaboration. Tous les moyens ont été mis en place pour assurer le bon déroulement de l'opération. Nous espérons voir d'autres initiatives de ce genre. Par mesure de précaution, ce genre d'initiative s'intensifie avant la reprise des cours pour protéger la communauté universitaire. En premier lieu, nous avons organisé cette opération de désinfection dans la plus grande université de la wilaya de Sétif. D'autres opérations sont prévues dans d'autres universités et résidences. Pour freiner la transmission du virus, nous avons distribué des masques protecteurs, des dépliants et du gel hydroalcoolique. Que Dieu nous préserve. Plusieurs opérations de désinfection et de stérilisation sont effectuées quotidiennement à travers le pays pour rompre la transmission du coronavirus et préserver la santé publique. Et en parlant d'assainissement, la pandémie de Covid-19 a mis en avant le rôle important que jouent certains métiers, comme celui des agents de nettoyage, un dur métier. Mais ceci n'a pas empêché les femmes de s'y introduire. Fadil Hamdi a suivi une équipe de la Netcom et est revenu avec ce reportage. On a l'habitude de voir passer des camions de poubelles plusieurs fois par semaine. Mais il est encore rare de voir une femme qui déambule les rues avec rythme et énergie. حتى 2017 باش بديت الخدمه مع الناتكوم والحمد لله راني نخدم معاهم كما شفتوني وانا عندي سيكتور مع الاول عطاولي ساحه شهداء لا كاسبه ودوكا بدلوني راني في باب الواد نوار. Dès 19h, l'équipe de Nafissa Bouadam arpentait les rues de Bab el-Oued. Cette période de confinement met en lumière des métiers dont on parle peu et qui sont pourtant indispensables au bon fonctionnement de nos sociétés. بيسك الوباء هذايا جانا صعيب بالبزاف دوكا ما الديشي تاعنا ويختلف على الديشي اللي كان بيسك الديشي ما قبل كان نورمال ودوك راه فيه لي بابات تاع الناس المراض فيه القارورات تاع الصيغان فيه واش يسموهم الابر فيه الحوايج تاع لي مالاد فيه صوالح بزاف راني نشوفهم انا بعيني. Les agents de propreté ramassent nos déchets ménagers chaque soir. Une mission sanitaire cruciale en ces temps de pandémie.
أنا ماذا بيا نوجه ندائي للمواطنين باش يحطوا لي بابات نتاعهم والاشياء يعني تاع السبيطارات كامل داخل ساشي يغلقوها بس كي يلوحوها في الطريق وكسيتيرا على بالك بلي مهندس النظافه لازم يرفدها بيده. هو واش عنده ليغون برك، ليغون ماهيش تاع حديده، ليغون راهي قماش راهي هكذا او يدخل له الميكروب هو ثاني راه يتاذى. على هذيك نطلب من المواطنين ينظموا النفايات نتاعهم. Ils sont des dizaines d'éboueurs à continuer malgré l'épidémie du Covid-19. Leur mission. Il est 20h. Les rues sont presque désertes. Ils ont commencé à ramasser les ordures ménagères. Des bacs qui ont doublé de volume, voire triplé depuis le début du confinement. على كل حال الأخت نفيسة معروفة في الساحة تاع ناتكم، عم يعرفوها كاع لي كوليك طرابي تاعنا، يعني الله يبارك ما شاء الله، خدامة لاباس والبوصة تخدم يعني لاباس طريبيا، ما تمونكيش لي زور تاعها، تخدم تفيني لي سيكتور تاعها، يعني معروفة في الساحة تاع ناتكم يعني، وستان بليزير كي مرة تخدم في هذا الدومين هذا خاطش يتحسبوا على أصابع اليد. رانا نعانوا بالبزاف، ما عندناش دعم، ما عندناش يعني فريمون يعني كيما نقول انايا شغل وقايه، ما عندناش حمايه، ما عندنا والو بور l'instant. Les éboueurs, eux aussi, sont en première ligne face à la pandémie. Mais tous assurent leur mission pour le bien-être des habitants. Voilà pour cette page Covid-19 aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, une caravane de solidarité et d'aide humanitaire destinée aux réfugiés sahraouis a pris le départ ce matin depuis la capitale. Il s'agit de 15 poids lourds transportant des aides humanitaires en direction des camps de réfugiés sahraouis, avec au total 220 tonnes de produits de première nécessité, dont des fruits et légumes frais, une initiative de l'Union nationale des agriculteurs algériens. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la solidarité constante de l'Algérie avec le peuple sahraoui. Et dans les territoires sahraouis occupés, les opérations militaires se poursuivent pour le 16e jour consécutif après l'agression marocaine à Al-Gargarat contre des manifestations pacifiques sahraouis. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères a indiqué hier que l'objectif de l'Union africaine visant à faire taire les armes en 2020 se heurtait actuellement à un grand obstacle suite à l'occupation marocaine illégale de parties du territoire de la République sahraoui. Dans son allocution devant la 21e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue par visioconférence, Mohamed Salem Ould Salek a affirmé que ceci intervient en violation flagrante des exigences de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le gouvernement éthiopien a accordé aux Nations Unies un accès humanitaire sans restriction à la région de Tigré à l'issue de 4 semaines de conflit armé. Un accord signé par l'ONU et le ministre éthiopien de la paix. Le Tigré est privé de tout approvisionnement depuis le 4 novembre lorsque le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy a envoyé l'armée fédérale à l'assaut des forces du Front de libération du peuple du Tigré qui dirigeait la région et défiait son autorité depuis des mois. Puis la sonde chinoise envoyée sur une zone inexplorée de la Lune a achevé son prélèvement de sol lunaire qu'elle se prépare à rapporter sur Terre. La sonde Chang'e 5, arrivée mardi sur l'astre lunaire, a comme prévu charger des échantillons dans un conteneur spécial. L'objectif de la mission est de rapporter environ 2 kilos de roche en perçant le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur. Retour dans le pays et cap sur l'extrême sud en compagnie de jeunes venus d'Oran. Ils ont parcouru 2400 km pour rejoindre le Tassili Nadjar. Une particularité, le périple s'est fait à bord de véhicules de collection. Yamina Saïdji. L'automobile de collection fait toujours rêver. De nouveaux passionnés se sont même révélés au grand jour. À Janet, un groupe d'amateurs de voitures anciennes se sont lancés dans un challenge exceptionnel, parcourir plus de 2400 km à bord de leurs pièces de collection en direction du Tassili Nadjar. Nous sommes venus d'Oran à bord de voitures anciennes. C'est un nouveau challenge que nous avons relevé, une incroyable expérience.
On m'a dit que cette période était idéale pour visiter Janet. Je suis venu avec ma femme et ma fille de 3 mois. Cette initiative rentre dans le cadre du tourisme local. Nous voyageons en groupe et nous sommes bien arrivés à Illizi. On essaie de découvrir notre pays et de promouvoir le tourisme local. Cette crise sanitaire nous aura quand même permis de découvrir notre pays. Un moment tout aussi atypique pour les automobilistes que pour les habitants d'Illizi qui ont pu admirer ce spectacle. Un florilège de modèles anciens sillonnant les routes d'Illizi. Nous respectons le couvre-feu. On essaie de s'arrêter avant 20 h pour installer nos tentes, pour passer la nuit. On se sent en sécurité n'importe où. Il n'y a aucun danger. C'est très beau. C'est la première fois que nous assistons à un tel spectacle dans notre wilaya. C'est une nouvelle façon de découvrir la ville. Et ce, dans le cadre du tourisme d'aventure. Malgré une triste et morose période de pandémie, cette initiative a su faire oublier aux habitants d'Illizi la torpeur ambiante. Avec ces belles images de notre Grand Sud, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amel Haribi. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonne journée à tous.